Nous partons donc pour 1408, qu'on appellera 1408 pour le côté pratique. Mike Henslin se trouvait encore dans la porte à tambour lorsqu'il aperçut Olin. C'est vrai qu'il y a Olin dedans. Qu'il aperçut Olin, le gérant de l'hôtel Dolphin, installé dans l'un des gros fauteuils rembourrés du hall d'entrée. Il sentit son cœur se serrer un peu. « J'aurais peut-être dû me faire accompagner par cet animal d'avocat, en fin de compte, » pensa-t-il. Eh bien, c'était trop tard, et même si Olin avait décidé de dresser encore 1 ou 2 barrages entre lui et la suite 1408, ce n'était pas une catastrophe. Il y avait des compensations. Olin traversait la salle, sa main grassouillette déjà tendue lorsque Mike sortit de la porte à tambour. Le Dolphin était situé sur la 61e rue, au coin de la 5e avenue. Un établissement petit, mais chic. Un couple en tenue de soirée passa devant Mike au moment où, après avoir fait passer son petit bagage à sa main gauche, il serrait la main d'Olin. La femme était blonde et bien entendu habillée en noir, et le léger arôme floral de son parfum était à lui seul un résumé de New York. Au niveau de la mezzanine, dans le bar, un pianiste jouait Night and Day, comme pour souligner ce fait. « Monsieur Henslin, bonsoir. Monsieur Olin, un problème ?» Olin avait pris un air peiné. Il regarda pendant un bref instant autour de lui, dans l'élégant petit hall, comme s'il cherchait de l'aide. Au comptoir de la réception, un couple se disputait pour un problème de billets de théâtre sous l'œil patient du concierge qui arborait un petit sourire. Un peu plus loin, un homme à l'aspect défraîchi de celui qui vient de passer de longues heures en classe affaires discutait de sa réservation avec une femme habillée d'un costume noir assez chic pour faire office de tenue de soirée. Activité habituelle à l'hôtel Dolphin. Tout le monde pouvait trouver de l'aide, excepté le pauvre Monsieur Olin, qui était tombé entre les griffes de l'écrivain. « Monsieur Olin ?» répéta Mike, se sentant un petit peu désolé pour lui. « Non, finit par répondre Olin, pas de problème. Mais, Monsieur Henslin, est-ce que je pourrais vous parler un moment dans mon bureau ?»« Tiens, pensa Mike, il veut faire une dernière tentative. » Et au fond, pourquoi pas? Cela donnerait plus de consistance au chapitre sur la suite 1408, lui conférerait l'atmosphère menaçante qui convenait et dont les lecteurs de ses livres semblaient friands. Mais ce n'était pas tout. Mike Henslin n'en avait pas été sûr jusqu'ici, en dépit de tous les atermoiements, mais il l'était à présent. Olin avait réellement peur de la suite 1408 et de ce qui pourrait y arriver à Mike ce soir. Bien sûr, monsieur Olin. Olin, en hôte parfait, tendit la main vers la petite valise de Mike. Permettez ? Oh, ça va bien. Rien que des vêtements de rechange et ma brosse à dents. Vous êtes sûr ? Oui, répondit Mike avec un sourire. Je porte déjà ma chemise hawaïenne fétiche, celle qui est imprégnée de repousses fantômes. Olin ne lui rendit pas son sourire. Le petit homme tout en rondeur, habillé d'une jaquette sombre et d'une cravate impeccablement nouée, poussa un soupir. Très bien, monsieur Henslin. Veuillez me suivre. Dans le hall, le gérant lui avait fait l'effet d'hésiter, d'être déprimé, presque vaincu d'avance. Dans son bureau lambrissé de chêne, avec au mur des anciennes photos de l'hôtel, le Dolphin avait ouvert en octobre 1910, Mike aurait pu publier son histoire sans faire de recherche dans les journaux de la grande ville, mais il les avait faites tout de même. Olin paraissait avoir repris de l'assurance. Il y avait un tapis perçant sur le sol. 2 lampadaires diffusaient une lumière douce, jaune. Sous le bureau, une lampe à abat-jour vert de forme ovale était posée près d'une cave à cigares. Et à côté de la cave à cigares, on voyait les 3 derniers livres de Mike Henslin. En édition de poche, évidemment. Il n'y avait pas eu d'édition en grand format. Cela ne l'empêchait pas de bien s'en sortir. Mon hôte a aussi fait quelques recherches de son côté, songea Mike. Il s'assit dans l'un des fauteuils disposés devant le bureau. Il s'attendait à voir Olin prendre place derrière le meuble, d'où il pourrait parler avec plus d'autorité, mais l'homme le surprit. Il s'installa dans l'autre fauteuil, croisa les jambes, puis se pencha, comprimant son petit ventre rond, pour atteindre la cave à cigares. Cigare, monsieur Henslin ? Non merci, je ne fume pas.
Olin eut un coup d'œil pour la cigarette coincée derrière l'oreille droite de Mike, dont elle dépassait avec désinvolture, tout à fait comme autrefois un petit dégourni de journaliste new-yorkais aurait garé sa prochaine sèche juste sous le bord de son fedora, son coupe-fil presse dépassant de sa bande. Cette cigarette faisait tellement partie de sa tenue que pendant un instant, Mike ne comprit pas ce que regardait Olin. Puis la mémoire lui revint. Il rit, la prit, la regarda lui-même, puis se tourna vers le gérant. « Ça fait 9 ans que j'en ai pas fumé une, expliqua-t-il. Mon frère aîné est mort d'un cancer du poumon, j'ai arrêté peu après son décès. Cette cigarette, derrière l'oreille, il haussa les épaules. C'est en partie de l'affection, en partie de la superstition, je crois. Comme la chemise hawaïenne. Ou comme les cigarettes que les gens mettent sur leur bureau ou leur mur dans une petite boîte en plexiglas avec écrit dessus « En cas d'urgence, brisez la vitre ». Est-ce que la 1408 est une chambre fumeur ou non fumeur, monsieur Olin ? Juste au cas où il y aurait une guerre nucléaire. Les fumeurs. Eh bien, observa joyeusement Mike, voilà qui sera un souci de moins pendant les heures de veille. Monsieur Olin soupira à nouveau, peu amusé, mais ce soupir ne donnait pas la même impression de désolation que celui qu'il avait poussé dans le hall. Cela tenait à la pièce, comprit Mike. Même cet après-midi, lorsqu'il était venu accompagné de Robertson, son avocat, Olin lui avait paru moins agité une fois dans le bureau. Sur le moment, Mike avait cru que cela tenait en partie au fait qu'il n'attirait plus le regard des personnes qui circulaient dans le hall, en partie au fait que le directeur du Dolphin avait renoncé. Mais il s'était trompé, cela tenait bien à la pièce. Et pourquoi pas au fond ? Où pouvait-il se sentir davantage le patron qu'ici ? Il y avait de charmantes gravures sur les murs, un beau tapis sur le sol et de bons cigares, même s'ils n'étaient pas cubains, dans leur cave. Un certain nombre de directeurs avaient dû diriger l'établissement à partir de ce bureau depuis mi-octobre 1910. À sa manière, il était tout aussi représentatif de New York que la blonde à la robe noire décolletée et au parfum floral, avec sa promesse implicite de sexe élégant aux petites heures du matin. « Vous êtes toujours bien certain que je ne peux pas vous faire changer d'idée, n'est-ce pas ?» demanda Olin. « Non, vous ne pourrez pas, » répondit Mike en replaçant la cigarette derrière son oreille. Il ne se gominait pas les cheveux à coups de Vitalis ou de Wildroot Cream Oil, comme le faisaient ces pittoresques gribouilleurs de papier d'antan porteurs de fedora, mais il renouvelait quotidiennement cette cigarette, comme il changeait de sous-vêtements. On transpire, derrière l'oreille. S'il examinait ce tube blanc et mortel le soir avant de le jeter dans les toilettes intact, il y avait des traces jaunâtres de sueur sur le papier fin. Cela n'augmentait pas la tentation de l'allumer. Il avait dopé comme un malade pendant presque 20 ans. 30 sèches par jour, parfois 40. Mais tout ça, c'était du passé. Pour quelle raison avait-il autant fumé était une question plus intéressante. Olin prit la petite pile de livres de poche sur son sous-main. « J'espère sincèrement que vous vous trompez. » Mike ouvrit une poche latérale sur son baise-en-ville et sortit un petit magnétophone. Un simple dictaphone en réalité. « Me permettrez-vous d'enregistrer notre conversation, monsieur Olin ?» Le directeur agita la main. Mike appuya sur un bouton et la petite lumière rouge « Enregistrement » s'alluma. Les bobines commencèrent à tourner. Olin, pendant ce temps, parcourait les titres des livres. Comme toujours, quand il voyait ses ouvrages entre les mains d'une autre personne, Mike Henslin était en proie à un curieux mélange de sentiments. Fierté, malaise, amusement, méfiance et honte. Il n'avait aucune raison d'en avoir honte, pourtant. Sa plume lui avait permis de très bien vivre ces quelques dernières années, et il n'était pas obligé de partager les bénéfices avec un packager, ces charognards de l'édition, comme les appelait son agent. Mais peut-être y avait-il de la jalousie dans cette accusation ? Étant donné que le concept à la base de ces publications était entièrement de lui. Qu'écrire après Frankenstein, sinon la fiancée de Frankenstein ? Il avait cependant fait le voyage en Iowa. Il avait étudié avec Jane Smiley, il avait même siégé autrefois à côté de Stanley Elkin. Jadis, il avait aspiré à être publié en tant que jeune poète de Yale, chose qu'absolument personne ne soupçonnait dans le cercle de ses amis et de ses relations. Et lorsque le directeur Dolphin entreprit de lire les titres à voix haute, il se mit à regretter de lui avoir lancé le défi de l'enregistrement. Quand plus tard il écouterait cette voix aux intonations mesurées, il s'imaginerait y découvrir du mépris. Il toucha la cigarette derrière son oreille, sans même s'en rendre compte. « 10 nuits dans 10 maisons hantées, lut Olin. 10 nuits dans 10 cimetières hantés.
10 nuits dans 10 châteaux hantés. L'homme leva les yeux, une esquisse de sourire lui retroussant le coin des lèvres. Vous êtes allé en Écosse pour celui-ci, sans parler de la forêt viennoise. Et tout ça déductible des impôts, n'est-ce pas? Les lieux hantés, après tout, sont votre fonds de commerce. Est-ce une critique? Aurais-je touché à un point sensible? Sensible, oui, mais vulnérable, non. Si vous espérez que je vais renoncer à passer la nuit dans votre hôtel parce que vous critiquez mes livres... Non, pas du tout. Simple curiosité de ma part. J'ai envoyé Marcel, l'un de nos concierges, les acheter il y a 2 jours après votre passage et votre requête. C'était une exigence, pas une requête. C'est toujours le cas. Vous avez entendu, monsieur Robertson, les lois de l'État de New York sont formelles, sans même parler du Code civil fédéral. Vous ne pouvez pas me refuser une chambre si je le réclame et si cette chambre est libre. Et la 1408 est libre. Elle l'est toujours, ces temps-ci. Mais monsieur Olin n'allait pas se laisser entraîner sur un autre sujet que les 3 derniers livres de Mike, qui avaient tous figuré sur la liste des best-sellers du New York Times. Pas encore. Il se contenta de les manipuler une fois de plus. La douce lumière de la lampe se reflétait sur les couvertures brillantes. Il y avait beaucoup de violet pourpre sur ces couvertures. Cette nuance était meilleure vendeuse que n'importe quelle autre pour les livres d'épouvante, avait-on appris à Mike. Je n'ai pas eu la possibilité d'y jeter un coup d'œil avant ce soir, reprit Olin. J'ai été très pris, ce qui n'a rien d'exceptionnel. Le Dolphin est un petit établissement au regard des critères de New York, mais nous connaissons un taux d'occupation moyen de 90% et en règle générale, chaque client qui franchit la porte pose un problème. Comme moi par exemple? Olin eut un petit sourire. Je dirais que vous en représentez un qui est un peu particulier, monsieur Hanslin. Vous, monsieur Robertson, et vos menaces. De nouveau, Mike se hérissa, vexé. Il n'avait fait aucune menace, à moins que la présence de Robertson à elle seule en eût constitué une. Et il avait été obligé d'employer l'avocat comme il aurait employé un pied de biche pour forcer la serrure d'un coffre dont la clé aurait été inutilisable parce que rouillée. Sauf que le coffre ne t'appartient pas, fit sa petite voix intérieure. Mais les lois du pays ne disaient pas ça. Les lois affirmaient que la chambre 1408 de l'hôtel Dolphin était à lui s'il la voulait, tant que personne d'autre ne l'avait réservée avant lui. Il devint conscient de la manière dont Olin l'observait, arborant toujours son petit sourire, comme s'il avait suivi mot à mot ou presque le dialogue intérieur de Mike. C'était un sentiment désagréable et il ne s'était pas attendu à ce que cette entrevue prît un tel tour. Il avait l'impression d'avoir été sur la défensive depuis qu'il avait branché le magnétophone, chose qu'il avait pourtant le don, en général, d'être intimidante pour son vis-à-vis. Je crois que je ne vois pas très bien où vous voulez en venir, monsieur Olin. J'en ai peur. Et j'ai eu une longue journée. Si notre contentieux au sujet de la chambre 1408 est vraiment réglé, j'aimerais pouvoir me retirer et... J'ai lu l'un de vos... Comment doit-on les appeler? Les essais, des contes? Les épongeurs de factures, voilà comment Mike les appelait. Mais il n'avait aucune intention de le dire à voix haute, dictaphone branché, même si c'était son dictaphone. Une de vos histoires, disons, décida finalement le directeur. Une de chacun de vos livres, celle de la maison Reelsby, au Kansas, dans le premier. Ah oui, l'assassin à la hache? Le charmant garçon qui avait massacré les 6 membres de la famille Reelsby à coups de hache n'avait jamais été retrouvé. Exactement. Et aussi celle de la nuit que vous avez passée sur la tombe des amants qui se sont suicidés en Alaska et que les gens de Circa prétendent voir rôder dans les parages. Et enfin le récit de vos nuits au château de Garsby. Tout à fait amusant, celui-ci. J'étais surpris. Mike avait l'oreille particulièrement fine pour saisir la moindre nuance de mépris jusque dans les commentaires les plus insipides faits sur ses œuvres. Et il ne doutait pas d'en découvrir même quand il n'y en avait pas, parfois. Peu de créatures sont aussi parano sur Terre qu'un auteur qui croit tout au fond de lui que ce qu'il écrit c'est du pipeau, comme Mike l'avait découvert. Il n'eut cependant pas l'impression de sentir le moindre mépris chez Olin. « Merci. Merci, dit-il, et en bien, j'espère. » Il jeta un coup d'œil au petit magnétophone. D'habitude, le minuscule œil rouge paraissait surveiller son vis-à-vis, le pousser à dire ce qu'il ne fallait pas. Ce soir-là, il paraissait tourné vers Mike. « Oh oui, c'était un compliment dans mon esprit, » dit Olin en tapotant le livre. « J'ai même l'intention de le terminer, mais pour leur style. C'est votre manière d'écrire qui me séduit.
J'ai été surpris de m'entendre éclater de rire quand j'ai lu vos aventures au château de Garsby. Surpris aussi par la qualité de votre écriture, par sa subtilité. Je ne m'attendais à quelque chose de plus grossier. Mike se prépara à ce qui allait inévitablement suivre, une variation sur le thème « Qu'est-ce qu'une jolie fille comme vous fait dans un endroit pareil ?» Il ne pouvait rien attendre d'autre d'Olin, hôtelier urbain chic qui recevait des blondes en robe de soirée noire, qui engageait de vieux musiciens malingres pour égrener des classiques usés comme Night and Day sur le piano-bar, Olin qui, quand il n'était pas de service, devait lire Marcel Proust. Mais ils ont aussi quelque chose d'inquiétant, ces livres. Si je n'avais pas mis le nez dedans, je crois que je n'aurais pas pris la peine de vous attendre ce soir. Dès l'instant où je vous ai vu avec votre avocat et son porte-document, j'ai su que vous teniez définitivement à passer la nuit dans cette foutue chambre et que rien de ce que je pourrais dire n'arriverait à vous en dissuader. Mais vos livres... Mike arrêta l'enregistrement. Ce petit œil rouge indiscret lui donnait des vapeurs. Vous voulez savoir pourquoi je me complais dans ces choses douteuses, c'est ça? Oh, mais je suppose que c'est pour l'argent, répondit doucement Olin. Et en matière de choses douteuses, il y a bien pire, du moins de mon point de vue. Même s'il est intéressant que vous sautiez vous-même si rapidement sur une telle conclusion. Mike sentit le rouge lui monter aux joues. Non, ce n'était pas du tout ce à quoi il s'était attendu. Jamais auparavant il n'avait coupé un enregistrement au cours d'une conversation. Mais Olin n'était pas l'homme qu'il donnait l'impression d'être à première vue. Je me suis fait mener par le bout du nez, songea Mike. Il m'a pris le bout du nez entre ses doigts boudinés et parfaitement manucurés et m'a promené comme il a voulu. Ce qui m'a inquiété, ce qui m'a effrayé, à vrai dire, ce fut de découvrir que j'avais affaire à un homme intelligent et de talent, qui ne croyait pas un seul instant à ce qu'il écrivait. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, se dit Mike. Il avait écrit environ deux douzaines d'histoires en lesquelles il avait cru. Il en avait même eu quelques-unes de publiées. Il avait écrit des pages et des pages de poésie pendant les 18 mois qui avaient suivi son arrivée à New York, alors qu'il crevait de faim comme pigiste au Village Voice. Mais croyait-il que le fantôme centaine d'Eugène Rilsby se promenait au clair de lune dans sa ferme abandonnée du Kansas? Non. Il avait passé la nuit dans la ferme en question, il avait campé sur le ninot crasseux et bosselé de la cuisine et il n'avait rien vu de plus terrifiant que 2 souris trottinant le long de la plinthe. Il avait patienté pendant une longue et chaude nuit d'été dans les ruines du château de Transylvanie où Vlad Tepes aurait, paraît-il, présidé à ses réceptions. Les seuls vampires à se montrer avaient été des moustiques en nombre. Et pendant la nuit où il avait veillé à côté de la tombe du tueur en série Jeffrey Dahmer, une silhouette blanche triée de sang et agitant un poignard s'était bien approchée de lui sur le coup de 2 heures du matin, mais les fous rires des amis de l'apparition l'avaient trahi, sans compter que Mike Henslin n'avait nullement été impressionné. Il n'avait eu aucun mal à reconnaître un ado brandissant un poignard en plastique. Il n'avait cependant aucune intention de raconter tout ça à Olin. Il ne pouvait se le permettre. Mais si. Le magnétophone, une erreur dès le départ, comprenait-il à présent, ne tournait plus. Et cet entretien était aussi discret qu'il pouvait l'être. Sans compter que, d'une certaine manière, il en était venu à admirer Olin. Et quand on admire quelqu'un, on a envie de lui dire la vérité. En effet, reconnut-il, je ne crois pas à tout ce cirque de ghouls, de vampires, de spectres et de bêtes à longues pattes. Je pense que c'est aussi bien qu'elle n'existe pas, vu que je ne crois pas non plus qu'existe un Dieu tout-puissant pour nous en protéger. C'est ma conviction, mais j'ai toujours gardé l'esprit ouvert. Je ne remporterai sans doute jamais le prix Pulitzer pour avoir enquêté sur le fantôme aboyeur du cimetière de Mount Hope, mais j'en aurais fait un compte-rendu honnête et circonstancié s'il s'était montré. Olin dit quelque chose. Un seul mot, mais à voix si basse que Mike ne comprit pas. Pardon? Je dis non. Le gérant du Dolphin avait presque l'air de s'excuser en le regardant. Mike soupira. Olin le prenait pour un menteur. Quand on en arrivait à ce stade, il ne restait plus que 2 solutions. Se lancer dans la bagarre ou arrêter tout de suite les frais. Si nous laissions cette discussion pour un autre jour, monsieur Olin, je vais simplement monter dans ma chambre et me brosser les dents. Peut-être verrai-je alors Kevin O'Malley se matérialiser dans le miroir derrière moi. Mike commença à se lever, mais Olin tendit sa main replète aux ongles soigneusement manucurés pour l'arrêter. « Je ne vous prends pas pour un menteur, monsieur Henslin, mais le fait est que vous ne croyez pas à vos histoires. Les fantômes apparaissent rarement à ceux qui ne croient pas en eux, et, même dans ce cas, on les voit rarement.
Je parie que Jane Rilsby aurait pu faire rouler sa tête dans tous les couloirs de sa maison que vous n'auriez rien entendu. Mike se leva, puis se pencha pour prendre sa petite valise. Dans ce cas, je n'aurais rien à redouter dans la chambre 1408, n'est-ce pas? Et pourtant, si, répondit Olin. Vous aurez quelque chose à redouter. Parce qu'il n'y a pas de fantôme dans la chambre 1408. Et il n'y en a jamais eu. Il s'y trouve par contre quelque chose. Une chose que j'ai ressentie moi-même. Mais il ne s'agit pas d'une présence spirituelle. Dans une maison abandonnée ou dans le donjon d'un vieux château, votre incrédulité peut vous servir de protection. Dans la chambre 1408, elle ne fera que vous rendre encore plus vulnérable. Ne le faites pas, monsieur Hanselin. C'est pour cette raison que je vous ai attendu ce soir, pour vous demander, pour vous supplier de ne pas le faire. Parmi toutes les personnes qui doivent se tenir le plus possible à l'écart, le plus possible à l'écart de cette chambre, l'homme qui a écrit ces ouvrages jubilatoires exploitant les histoires de fantômes vient sans aucun doute en tête de liste. Mike entendit bien ces paroles, mais sans les entendre vraiment. Et dire que j'ai coupé le magnéto, il en était malade. Il a réussi à me mettre tellement dans l'embarras que j'ai arrêté l'enregistrement et voilà qui me transforme en Boris Karloff, maître de cérémonie du week-end de spécial fantôme célèbre. Ah, je le citerai de toute façon. Et si ça ne lui plaît pas, il n'aura qu'à me faire un procès. Il eut tout d'un coup très envie de se rendre là-haut. Non pas parce qu'il lui tardait d'entamer sa longue nuit de veille, mais parce qu'il voulait retranscrire les paroles de Lynn tant qu'il les avait encore présentes dans l'esprit. « Je vous offre un verre, monsieur Hanselin. »« Non, merci, je préférerais... » Le gérant du Dolphin sortit de sa poche une clé retenue par un lourd porte-clés en laiton en forme de pagaie. Le métal, rayé et terne, paraissait ancien. Le numéro 1408 était gravé dessus. « Je vous en prie, reprit Olin. Pour me faire plaisir. Donnez-moi 10 minutes de votre temps, juste ce qu'il faut pour consommer un whisky, et je vous donne cette clé. Je serais prêt à faire à peu près n'importe quoi pour vous faire changer d'avis, mais j'aime à croire que je sais me résoudre à accepter l'inévitable. Vous utilisez encore de véritables clés, Dolphin? Ça ne manque pas de cachet, d'un certain charme désuet? Nous avons adopté les clés magnétiques en 1979, monsieur Hanselin, l'année où je suis devenu le directeur de cet hôtel. La 1408 est la seule chambre ou suite à avoir conservé une clé classique. Il était inutile de la doter d'une clé magnétique étant donné que personne ne l'occupe jamais. Cela depuis 1978, dernière année où quelqu'un a payé pour y coucher. « Vous vous fichez de moi !» s'exclama Mike. Il se rassit et reprit le dictaphone qu'il remit en marche. Le directeur du Dolphin prétend que la suite 1408 n'a pas été louée depuis plus de 20 ans. Et il est autant plus inutile de poser une serrure magnétique sur la porte de cette suite qu'elle ne fonctionnerait pas. C'est une chose dont je suis tout à fait certain. Les montres numériques s'arrêtent dans la 1408, ou tournent à l'envers, ou donnent n'importe quelle heure, si bien qu'elles perdent toute fiabilité. Il en va de même pour les calculettes et les téléphones cellulaires. Si vous avez un bip sur vous, monsieur Hanselin, je vous conseille de le couper parce qu'une fois dans la 1408, il se mettra à sonner pour rien. Et encore, cela ne suffira peut-être pas, car il arrive que ces appareils se remettent en route tout seuls. La seule solution garantie consiste à enlever les piles. Le directeur du Dolphin coupa lui-même l'enregistrement, sans même regarder ce qu'il faisait. Mike supposa qu'il devait avoir un appareil identique pour dicter son courrier. En vérité, monsieur Hanselin, il n'existe qu'une véritable garantie. Ne jamais mettre les pieds dans cette chambre. Chose que je ne peux faire, dit Mike, en récupérant son dictaphone pour le ranger. Mais je crois que je vais avoir le temps de prendre ce verre, en fin de compte. Pendant qu'Olin préparait des boissons sur le bar en chêne, sous un tableau représentant la 5e avenue au début du siècle, du XXe siècle, Mike lui demanda comment il savait, puisque la chambre n'avait plus jamais été occupée depuis 1978, que les gadgets électroniques n'y fonctionnaient pas. « Je ne vous ai pas dit que personne n'y avait mis les pieds depuis cette date, » lui fit observer Olin. « Une femme de chambre y passe une fois par mois pour y faire un ménage simple. Ce qui signifie... » Mike, qui travaillait sur 10 chambres d'hôtel hanté, depuis environ 4 mois, le coupa. Je sais ce que cela veut dire.
Un ménage simple comprenait l'ouverture des fenêtres pour changer l'air, passer l'aspirateur, mettre assez de désinfectant dans les toilettes pour que l'eau bleuisse quelques instants, changer les serviettes, mais pas les draps, mais pas dans un ménage simple. D'ailleurs, peut-être ne mettait-on ni serviette ni drap dans cette chambre puisqu'elle n'était jamais louée. Il se demanda s'il n'aurait pas dû apporter son duvet. Olin, qui traversait le tapis perçant, les verres à la main, parut avoir lu dans les pensées de l'écrivain sur son visage. « On y a mis des draps propres cet après-midi même, monsieur Huntlin. Vous pourriez peut-être abandonner le mister et m'appeler... Enfin, le monsieur, parce que je vous dis monsieur depuis le début, c'est MR, mais bon, bref. Vous pourriez peut-être abandonner le monsieur et m'appeler Mike, non ? Je ne serais pas à l'aise, répondit Olin en tendant un des verres à Mike. À la vôtre. À la vôtre aussi. Mike leva son verre avec l'intention de le faire teinter contre celui du directeur, mais celui-ci retira le sien. Non, seulement à la vôtre, monsieur Huntlin. J'insiste. Ce soir, nous devons boire tous les deux à votre santé. Vous allez en avoir besoin. Mike poussa un soupir, fit teinter son verre contre celui d'Olin, et dit « Alors à moi. Vous feriez très bien dans un film d'épouvante, monsieur Olin. Je vous vois tout à fait dans le rôle du vieux maître d'hôtel à la mine sinistre qui essaye de mettre le jeune couple en garde contre les maléfices du château infernal. » Olin s'assit. « Voilà un rôle que je n'ai pas eu souvent à jouer, grâce au ciel. La 1408 ne figure sur aucun des sites internet traitant des lieux où se manifeste le paranormal ou le parapsychique, comme vous le voudrez. Ça va changer après la sortie de mon livre, je vous prie de le croire, pensa Mike en prenant une gorgée de whisky. Et il n'y a aucun voyage organisé spécialisé dans les fantômes qui passent par l'hôtel Dolphin, alors qu'il en existe au Cherry Netherland, au Plaza et au Park Lane. Nous restons le plus discret possible sur la suite 1408, même si son histoire a toujours été à la disposition d'un chercheur à la fois chanceux et tenace. Mike s'autorisa une esquisse de sourire. Véronique a donc fait le lit, reprit le directeur. Je l'ai accompagnée. Vous devriez vous sentir flatté, monsieur Huntlin. C'est presque comme avoir votre lit fait par une personne de sang royal. Véronique et sa sœur sont entrées au Dolphin comme femmes de ménage en 1971 ou 72. Véro, comme nous l'appelons, est la plus ancienne employée du Dolphin, encore en activité puisqu'elle est entrée ici 6 ans avant moi. Depuis, elle est devenue gouvernante, responsable de tout le personnel d'entretien. Je suppose que cela doit bien faire 6 ans qu'elle n'a pas fait un lit, mais c'est elle et sa sœur qui se sont occupées de la 1408 jusqu'en 92 à peu près. Véronique et Céleste sont jumelles, et ce lien particulier semble... comment dire, non pas les immuniser contre la 1408, mais quelque chose comme ça. Au moins pendant les quelques minutes que prend un ménage simple. Vous n'allez tout de même pas me dire que la sœur de Véronique est morte dans cette chambre? Non, pas du tout. Elle a quitté son service ici en 1988 pour des raisons de santé. Mais je n'exclus pas que la 1408 ait joué un rôle dans la détérioration de son état, tant physique que mental. Il semble que nous soyons parvenus à établir un rapport de confiance entre nous, monsieur Olin. J'espère que je ne le détruis pas si je vous dis que je trouve cette idée ridicule. Olin se mit à rire. Que d'entêtement pour quelqu'un qui étudie des choses aussi impalpables. Je le dois à mes lecteurs, répliqua Mike d'un ton neutre. J'imagine que j'aurais pu tout aussi bien laisser la 1408 telle qu'elle pendant tout ce temps. Porte fermée, rideaux tirés pour empêcher le soleil de décolorer la moquette, lumières éteintes, des housses partout, le menu du petit déjeuner posé sur le lit, mais je ne supporte pas l'idée de l'air prenant cette odeur de renfermé, comme dans un grenier, de la poussière s'accumulant partout, épaisse et prête à s'envoler. Suis-je atteint de délire obsessionnel ou simplement potilleux? C'est pour cette raison que vous êtes directeur d'hôtel. Sans doute. Toujours est-il que Véro et Céleste se sont occupés de l'entretien de cette pièce, en n'y faisant que de très brèves incursions, jusqu'à ce que Céleste démissionne et que Véro ait une promotion. Après quoi, j'ai toujours envoyé 2 femmes de ménage à la fois, en choisissant 2 qui s'entendaient bien. Et en espérant que ce lieu leur permettrait de mieux résister aux esprits? En espérant qu'il les aiderait, en tout cas, oui. Et moquez-vous autant que vous voulez des esprits de la 1408, monsieur Huntlin, mais vous sentirez leur présence sur le champ. De ça, j'en suis certain. Quoi qu'il y ait dans cette pièce, ce n'est pas la timidité qui le caractérise.
Souvent, j'y suis allé avec les femmes de ménage à chaque fois que je l'ai pu, à vrai dire pour superviser le travail. » Il se tut, comme s'il avait eu du mal à continuer. « Et pour le sortir de là aussi, je suppose, si quelque chose de vraiment affreux commençait à se produire. Mais il n'est jamais rien arrivé. Plusieurs d'entre elles ont eu des crises de larmes, une autre a été prise de fou rire. J'ignore pour quelle raison une personne qui rit sans pouvoir se contrôler est plus inquiétante qu'une autre qui pleure, mais c'est pourtant le cas. Et enfin, un certain nombre se sont évanouis. Rien de bien terrible, cependant, j'ai eu le temps, depuis toutes ces années, de me livrer à quelques petites expériences primitives, comme les bips, les téléphones cellulaires par exemple. Mais rien d'horrible ne s'est produit, grâce à Dieu. » Il se tut, puis ajouta d'un ton de voix plat et étrange. « L'une d'elles, pourtant, a perdu la vue. »« Quoi ? Elle est devenue aveugle. » Romy Van Gelder. Elle époussetait la télé et soudain, elle s'est mise à hurler. Je lui ai demandé ce qui lui arrivait, elle a laissé tomber son chiffon pour porter les mains à ses yeux, criant qu'elle ne voyait plus rien, sinon des couleurs absolument affreuses. Ses visions ont disparu pratiquement dès qu'elle eut franchi la porte, et le temps d'aller jusqu'à l'ascenseur, au bout du couloir, elle commençait à retrouver la vue. Vous me racontez tout ça pour me faire peur, monsieur Lynn, n'est-ce pas? Afin de me décourager. Certainement pas. Vous connaissez d'ailleurs l'histoire de cette suite, qui commence avec le suicide de son premier occupant. Mike, en effet, la connaissait. Kevin O'Malley, représentant en machine à coudre, avait mis fin à ses jours le 13 octobre 1910, laissant derrière lui une femme et 7 enfants. 5 hommes et une femme ont sauté de cette seule fenêtre, monsieur Henslin. 3 femmes et un homme ont avalé trop de médicaments dans cette chambre. On a retrouvé 2 au lit, 2 dans la salle de bain, un dans la baignoire et l'autre assis sur les toilettes. Un homme s'est pendu dans le placard en 1970. Henry Storkin, dit Mike. C'était probablement un accident, asphyxie érotique, si vous voulez. N'oubliez pas Randolph Hyde, qui, lui, s'est entaillé le poignet, puis les parties génitales pour faire bonne mesure, alors qu'il saignait déjà à mort. Ça n'était sûrement pas de l'asphyxie érotique. Ce que je veux dire, monsieur Henslin, c'est que si vous ne pouvez être ébranlé dans votre intention devant 12 suicides en 68 ans, je doute que les émois et les vapeurs de quelques femmes de chambre vous arrêtent. Les émois et les vapeurs, pensa Mike, se demandant s'il ne pouvait pas placer ça dans son livre. Rares sont celles qui ont fait le ménage de la 1408 à vouloir y retourner plus d'1 ou 2 fois, reprit Olin en finissant son verre. Mis à part les jumelles françaises. Le directeur acquiesça. Véronique et Céleste, exact. Mike ne pensait pas à grand-chose des aventures des femmes de ménage, ni de leurs... comment avait-il dit déjà? De leurs émois et de leurs vapeurs. Il se sentait légèrement agacé par l'énumération de suicides d'Olin, comme si Mike, par bêtise, n'aurait pas pris en considération non pas le fait, mais l'importance de celui-ci. À ceci près qu'à son avis, cela n'avait aucune importance. Abraham Lincoln et John Kennedy avaient eu chacun un vice-président du nom de Johnson. Lincoln et Kennedy étaient l'un et l'autre des noms de 7 lettres, et les 2 présidents avaient été élus au cours des années 60. Mais que prouvaient ces coïncidences? Absolument rien. Les suicides font constituer un chapitre essentiel de mon livre, mais le magnétophone ne tournant plus, je puis vous dire qu'il ne relève pas d'autre chose que de ce qu'un statisticien, un homme qui fait partie de mes personnes ressources, appelle un effet de groupage. Charles Dickens en parlait comme de l'effet pomme de terre. Je vous demande pardon? Lorsque Jacob Marley s'adresse pour la première fois à Scrooge, Scrooge lui répond qu'il pourrait tout aussi bien être une tache de moutarde ou une pomme de terre mal cuite. « Est-ce que c'est supposé être drôle ?» demanda Mike d'un ton légèrement froid. « Rien dans tout cela ne me paraît drôle, monsieur Henslin, rien du tout. Écoutez-moi très attentivement, s'il vous plaît. Céleste, la sœur de Véro, est morte d'une crise cardiaque. À ce moment-là, elle souffrait des premiers stades de la maladie d'Alzheimer, dont elle avait été atteinte très tôt dans sa vie. Cependant, sa sœur se porte parfaitement bien, si j'en crois que ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est même une vraie réussite à l'américaine, apparemment. Comme vous-même d'ailleurs, monsieur Olin, à vous voir. Combien de fois êtes-vous rentré dans la chambre 1408? 100 fois? 200? Oui, mais pendant de très courtes périodes de temps, dit Olin. C'est peut-être
Un peu comme entrer dans une pièce remplie de gaz nocifs. Si l'on retient sa respiration, on peut en ressortir sans problème. Je vois que cette comparaison ne vous plaît pas. Vous la trouvez sans doute exagérée, peut-être même ridicule. Je la crois bonne, cependant. Il joignit les doigts sous le menton. Il est aussi possible que certaines personnes réagissent plus rapidement et avec plus de violence à la chose, quelle qu'elle soit, qui vit dans cette chambre. Un peu comme certains plongeurs sont plus facilement sujets que d'autres à l'ivresse des profondeurs. Depuis près d'un siècle que le Dolphin est ouvert, le personnel de l'hôtel est devenu de plus en plus conscient que la 1408 est un lieu empoisonné. Il fait partie de l'histoire de cette maison, Monsieur Hunslin. Personne n'en parle, comme personne ne parle du fait qu'ici, comme dans la plupart des hôtels, le 14e étage est en réalité le 13e, mais chacun le sait. Si on pouvait disposer de tous les faits et événements relatifs à cette chambre, il nous raconterait une histoire stupéfiante, une histoire que même vos lecteurs les plus enthousiastes finiraient par ne pas trouver très drôle. On peut supposer que tous les hôtels de New York ont connu des cas de suicide, mais je suis prêt à parier tout ce que vous voudrez que ce n'est qu'au Dolphin qu'on en compte 12 pour une seule et même chambre. Et sans parler de Céleste Romando, que penser des morts naturelles intervenues dans la 1408, des morts soi-disant naturelles. On en a compté combien ? Dit Mike, qui ignorait qu'il y en avait eu. 30, répondit Olin. Au moins 30. C'est le chiffre dont je suis sûr. Vous mentez. Les mots étaient sortis de ses lèvres avant qu'il ait eu le temps de les retenir. Non, Monsieur Hunslin, je vous assure que non. Pensez-vous sérieusement que nous n'attribuons jamais cette chambre par superstition, comme si nous étions de vieilles femmes simplettes, ou pour respecter une tradition ridicule new-yorkaise, une tradition qui voudrait que tous les anciens hôtels de la ville soient hantés par un esprit malin dont on entendrait teinter les invisibles chaînes dans la suite de l'épouvante ? Mike Hunslin se rendit compte que c'était cette idée, non exprimée mais néanmoins présente, qui fécondait son nouveau projet littéraire. 10 nuits dans des hôtels hantés. Entendre Olin la traiter par le mépris avec l'irritation d'un scientifique n'ayant que le sarcasme pour un soi-disant sorcier chaman indigène ne fit rien pour apaiser son dépit. Certes, nous avons nos superstitions et nos traditions dans l'industrie de l'hôtellerie, Monsieur Hunslin, mais nous ne les laissons pas interférer avec les affaires. Quand j'ai commencé dans le métier, on m'a rappelé ce vieux proverbe du Midwest. Il n'y a pas de chambre à courant d'air quand se tient la foire aux bestiaux. Toutes les chambres sont louées. La seule exception que j'ai jamais faite à cette règle et la seule discussion de ce genre que j'ai jamais eue concerne la suite 1408 de l'hôtel Dolphin, suite du 13e étage dont les chiffres du numéro additionnés font 13. Olin regarda l'écrivain sans ciller. C'est une suite dans laquelle il y a eu non seulement des suicides, mais des crises cardiaques, des hémorragies cérébrales et des crises d'épilepsie. Un homme, en 1973, a donné l'impression de s'être noyé dans un bol de soupe. Je ne doute pas que vous trouviez cela totalement ridicule, mais c'est le responsable de la sécurité de l'hôtel à l'époque des faits qui m'en a parlé. Il avait vu le certificat de décès. Le pouvoir de ce qui est dans la chambre semble diminuer autour de midi, heure à laquelle on procède donc à l'entretien de la pièce. Et cependant, plusieurs des femmes de ménage qui sont passées par la 1408 souffrent de troubles cardiaques, d'emphysème ou de diabète. Il y a 3 ans, nous avons eu un problème avec le chauffage à l'étage. Monsieur Neal, l'ingénieur responsable de l'entretien du moment, a dû passer dans les chambres pour vérifier les radiateurs, dont la 1408. Il n'en parut pas affecté sur le coup, ni à l'intérieur, ni une fois dehors, mais il est mort d'une hémorragie cérébrale massive l'après-midi même. Coïncidence, dit Mike. Il ne pouvait cependant nier que la démonstration de Lynn paraissait convaincante. Chef dans un camp scout, le directeur aurait terrifié tous les gamins avec ses histoires de fantômes autour du feu de camp, et 90% d'entre eux auraient demandé leur rapatriement à la maison le lendemain. Coïncidence, répéta doucement Olin, sans vrai mépris dans le ton. Il tendit la clé à l'ancienne sur son porte-clés à l'ancienne. Dans quel état est votre cœur, Monsieur Hunslin, sans parler de votre tension artérielle, ni de vos conditions sur le plan psychologique. L'écrivain se rendit compte qu'il lui fallait faire un effort pour lever la main. Mais une fois le geste amorcé, tout alla bien. Ses doigts ne tremblaient absolument pas, pour autant qu'il pouvait en juger. « Tout va très bien, dit-il en saisissant la petite rame usée en laiton, sans compter que je porte ma chemise hawaïenne porte-bonheur. » Olin tint à accompagner Mike jusqu'au 14e étage et l'écrivain ne refusa pas.
Il était curieux de voir si, une fois hors de son bureau et traversant le hall pour se rendre jusqu'aux ascenseurs, l'homme allait réendosser sa personnalité couleur de muraille. Et en effet, il redevint ce pauvre monsieur Olin, l'obséquieux domestique, tombé entre les griffes de l'écrivain. Un homme en smoking, le directeur du restaurant ou le maître d'hôtel, supposa Mike, les intercepta pour présenter quelques papiers à Olin, murmurant une ou deux phrases en français. Olin lui répondit sur le même ton, opinant en même temps, et griffonna rapidement sa signature sur les feuilles. Le pianiste du bar avait attaqué Autumn in New York, d'où ils étaient, la musique prenait un écho lointain et nostalgique, comme dans un rêve. L'homme en smoking dit « Merci bien », en français dans le texte, et partit de son côté. Mike et Olin du leur. Olin demanda une fois de plus à Mike s'il pouvait porter sa valise et, une fois de plus, Mike refusa. Dans l'ascenseur, la triple et impeccable rangée de boutons attira irrésistiblement l'œil de l'écrivain. Tout était à sa place, rien ne manquait, apparemment, et cependant, si l'on y regardait de plus près, une absence sautait aux yeux. Au bouton marqué 12 succédait celui marqué 14. Comme si on pouvait réduire ce chiffre au néant si on ne le mettait pas sur le panneau, se dit Mike. Folie. Mais Olin avait raison, cela se faisait un peu partout dans le monde. Pendant que la cabine montait, Mike posait une question. Il y a quelque chose qui m'étonne. Pourquoi ne pas créer un résident fictif pour la suite 1408, si elle vous fait aussi peur que vous le dites? Et tant qu'à faire, monsieur Olin, pourquoi ne pas la déclarer comme votre propre résidence à l'hôtel? Je pense que j'ai dû craindre d'être accusé d'escroquerie, sinon par les gens chargés de faire respecter les droits civiques. Le personnel hôtelier est tout aussi sourcilleux quant au respect de ses droits que vos lecteurs sont sensibles à des bruits de chaînes dans la nuit. Du moins par les propriétaires de l'hôtel, s'ils en avaient eu vent. Si je n'ai pas pu vous convaincre de ne pas passer la nuit dans cette chambre, je doute que j'aurai davantage de succès auprès du conseil d'administration de la Stanley Corporation si je leur disais que je refuse de mettre sur le marché une chambre par ailleurs en parfait état parce que je crains qu'un fantôme ne pousse un représentant de commerce de passage à sauter par la fenêtre pour aller s'écrabouiller sur la 61e rue. De l'avis de Mike, c'était la chose la plus inquiétante que lui avait dit Olin jusqu'ici. Parce qu'il n'essayait plus de me convaincre. Quel que soit... de le convaincre, je sais pas. Quel que soit le talent dont il avait fait preuve dans son bureau, peut-être des vibrations favorables émanant du tapis persan, il le perd quand il en sort. Il ne perd pas ses compétences, je l'ai bien vu quand il a signé les documents du maître d'hôtel, mais sa force de conviction. Il ne l'a plus, une fois dehors. En revanche, il y croit. Dur comme fer. Au-dessus de la porte, le 12 éclairé s'éteignit et le 14 s'alluma. L'ascenseur s'arrêta. La porte coulissa, laissant apparaître un corridor d'hôtel parfaitement banal, avec sa moquette rouge et or, en rien personne, et ses appliques s'inspirant des lampes à gaz du 19e siècle. « Nous y voici, dit Olin. C'est votre étage. Vous m'excuserez de vous abandonner ici. La 1408 est à votre gauche, au bout du corridor. Sauf nécessité absolue, je ne m'en approche pas davantage. » Mike Henslin sortit de l'ascenseur sur des jambes qui lui parurent plus lourdes qu'elles ne l'auraient dû. Il se tourna vers le petit homme replet, en costume noir et cravate bordeaux soigneusement nouée. Olin se tenait à présent les mains derrière le dos, et son visage avait la pâleur de la crème. Des gouttes de transpiration perlaient à son haut front sans rides. « Vous avez bien entendu le téléphone dans la chambre ?» reprit Olin. « Vous pouvez toujours essayer d'appeler si vous avez des ennuis, mais il risque de ne pas fonctionner. Pas si la chambre ne le veut pas. » Mike pensa un instant à lui faire une réponse désinvolte du genre « autant économiser sur les frais », mais sa langue lui paraissait tout d'un coup aussi pesante que ses jambes. Impossible de la décoller du fond de sa bouche. Une des mains du directeur quitta son dos et se tendit en tremblant vers l'écrivain. « Monsieur Henslin, Mike, ne faites pas ça. Pour l'amour du ciel. » Il ne put achever. La porte de l'ascenseur s'était refermée sur lui. Mike resta immobile sur place pendant quelques instants, dans le parfait silence de cet étage d'un hôtel new-yorkais, dont personne, parmi le personnel, n'aurait reconnu qu'il était le 13e. Il fut pris de l'envie d'appuyer sur le bouton d'appel. S'il le faisait, il donnerait la victoire à Olin, et il y aurait eu un grand trou béant à la place du 10e et meilleur chapitre de son livre.
Et il pouvait s'arranger pour que ni les lecteurs, ni son éditeur, ni son agent, ni même Robertson, son avocat, ne s'en rendent compte. Mais lui, il saurait. Si bien qu'au lieu d'appuyer sur le bouton d'appel, sa main alla toucher la cigarette derrière son oreille. Geste qui ne datait pas d'hier et qu'il faisait machinalement, et effleura le col de sa chemise porte-bonheur. Puis il s'avança vers la 1408, balançant son baisenville. La chose la plus intéressante laissée par Mike Henslin pendant le bref séjour, environ 70 minutes, qu'il fit dans la chambre 1408, est l'enregistrement de 11 minutes que l'on a retrouvé sur son magnétophone. L'appareil, après avoir souffert superficiellement du feu, fonctionnait encore. Ce qu'il y avait de fascinant dans les propos enregistrés, était leur ultra-laconisme et leur étrangeté de plus en plus grande. Ce dictaphone haut de gamme lui avait été offert 5 ans auparavant par son ex-femme avec laquelle il était resté en bons termes. Lors de sa première expédition sur un cas, la ferme Risby au Kansas, il l'avait emporté avec lui à tout hasard, avec 4 blocs de papier brouillon et 5 crayons taillés dans une pochette de cuir. Le temps de se retrouver devant la porte de la 1408, 3 livres plus tard, il n'avait plus avec lui qu'un crayon et un carnet de notes, mais en revanche 5 cassettes neuves de 90 minutes, en plus de celles placées d'avance dans l'appareil. Il avait découvert que ces comptes rendus parlés lui convenaient mieux que la prise de notes manuscrite. Le magnétophone lui permettait d'attraper des anecdotes au vol, dont certaines étaient fichtrement sensationnelles, au moment où les faits se produisaient. Comme par exemple les chauves-souris qu'il avait attaquées en piqué dans la tour soi-disant hantée du château de Garsby. Il avait aussi hurlé comme une fillette lors de sa première incursion dans un bordel supposé hanté, ce qui avait invariablement le don de faire rire ses amis quand il leur passait l'enregistrement. Le petit appareil était également plus pratique qu'un carnet de notes, en particulier quand on se retrouvait dans un cimetière glacial du Nouveau-Brunswick et qu'un coup de vent à 3 heures du matin fichait votre tente en l'air. Difficile de prendre des notes en de telles circonstances alors que rien n'empêchait de parler. Ce qu'il avait fait, sans s'arrêter un instant, en se dégageant de la toile qui claquait au vent et sans perdre de vue le petit œil rouge réconfortant. Au bout des années, et au fur et à mesure qu'il accumulait les expéditions sur les cas, le Sony de poche était devenu un ami pour lui. Il n'avait jamais enregistré en direct le son compte-rendu d'un véritable événement surnaturel sur la bande fine, comme un filament qui s'enroulait sur les bobines de l'appareil, ce qui inclut les fragments de commentaires ramenés de son incursion dans la chambre 1408. Mais il n'y avait rien de surprenant, au fond, à ce qu'il ait éprouvé autant d'affection pour ce gadget. Les routiers finissent par aimer leur Kenworth et leur Jimmy Pete. Les écrivains chérissent tel stylo ou telle machine à écrire antédiluvienne. Et les femmes de ménage professionnelles détestent se séparer de leur bon vieil Electrolux. Mike n'avait jamais eu à faire face à un événement surnaturel, fantôme ou phénomène de télékinésie armé de son seul magnéto, sa version d'une croix et d'une gousse d'ail, pour se protéger. Mais l'appareil lui avait tenu compagnie pendant nombre de longues nuits glaciales. Et si Mike était opiniâtre jusqu'à l'entêtement, il n'en était pas inhumain pour autant. Ses problèmes avec la 1408 commencèrent avant qu'il en ait franchi la porte. Laquelle porte était de travers. Pas de beaucoup, mais elle était incontestablement de travers, inclinée un poil sur la gauche. Elle lui faisait penser à ces films d'épouvante dans lesquels le metteur en scène cherche à traduire l'état de détresse mentale d'un des protagonistes en inclinant la caméra dans ses cadrages. Association d'idées qui fut suivie d'une autre. L'aspect que prennent parfois les portes sur un bateau lorsque la mer est mauvaise. Elles vont et viennent, s'inclinent d'un côté et de l'autre, claquent et grincent, jusqu'à ce qu'on finisse par être gagné par la nausée. Non pas qu'il ait éprouvé quelque chose dans ce genre dans sa tête ou dans son estomac, mais si, un peu. Ce qu'il tenait à dire aussi, ne serait-ce qu'à cause des insinuations de Lynn, qui avait laissé entendre que son attitude l'empêchait d'être honnête dans le domaine, sans aucun doute au subjectif, des investigations journalistiques appliquées au surnaturel. Il se pencha, se rendant aussitôt compte que sa légère impression de nausée disparaissait dès qu'il ne regardait plus cette porte décalée d'un poil de son axe. Ouvrit, sur son baisenville, la fermeture éclair derrière laquelle était rangé le magnéto, et prit celui-ci. Il appuya sur « Enregistrement » en se redressant, vit le petit œil rouge s'allumer et ouvrit la bouche pour dire «
La porte de la chambre 1408 a une manière bien à elle de vous accueillir. Elle donne l'impression d'être de travers et de pencher légèrement sur la gauche. Mais il dit « la porte » et rien de plus. Quand on écoute l'enregistrement, on entend clairement les deux mots, puis le clic du bouton « arrêt », car la porte n'était pas de travers. Elle était parfaitement droite. Mike se tourna, regarda la porte de la 1409 de l'autre côté du couloir, revint à celle de la 1408. Les deux portes étaient identiques, avec le même modèle doré de plaques numérotées et de poignées. Et l'une comme l'autre parfaitement rectiligne. Mike se pencha pour prendre sa petite valise avec la main qui tenait déjà le magnétophone et de l'autre pointa la clé en direction de la serrure. Et interrompit une deuxième fois son geste. La porte était de nouveau de travers. Cette fois-ci, elle était légèrement inclinée sur la droite. C'est ridicule, murmura-t-il, mais l'impression de nausée commençait à lui soulever l'estomac. Elle ne rappelait pas simplement le mal de mer, c'était le mal de mer. Il s'était rendu en Angleterre sur le Queen Elizabeth II 1 ou 2 ans auparavant et il y avait eu une nuit de très gros temps. Ce dont Mike se souvenait le plus clairement était de l'avoir passé allongé sur sa couchette dans sa suite, toujours sur le point de vomir sans jamais pouvoir y parvenir. Et comment la sensation de vertige nauséeux empirait si l'on regardait une porte, ou une table, ou une chaise. Bref, tout ce qui oscillait de droite à gauche, d'avant en arrière. C'est la faute d'Olin, songea-t-il. Exactement ce qu'il voulait. Il a tout fait pour ça. Un véritable guet-apens de sa part. Qu'est-ce qu'il rigolerait s'il te voyait, mon vieux? Qu'est-ce que... Soudain, il se dit qu'en effet, Olin pouvait très bien l'observer. Mike regarda derrière lui, dans le corridor, en direction des ascenseurs, mais c'est à peine s'il remarqua que la sensation de nausée avait disparu dès l'instant où il s'était détourné de la porte. Au-dessus et à gauche des ascenseurs, il vit ce à quoi il s'était attendu, les caméras de surveillance. Un des détectives de l'hôtel suivait peut-être ses mouvements en cet instant même, et le journaliste aurait été prêt à parier que le directeur lui tenait compagnie et que tous les deux souriaient comme des singes. « Ça lui apprendra à venir ici, nous forcer la main et nous lancer un avocat dans les jambes, » disait Olin. « Regardez-le, » répliquait le détective, souriant encore plus largement. « Il est blanc comme un fantôme et sa clé n'est même pas encore dans la serrure. Vous l'avez bien eu, patron. Il a tout avalé, hameçon, ligne et plomb. » « Tu parles s'il m'a eu, pensa Mike. J'ai passé la nuit dans la maison Rexby, j'ai dormi dans une pièce où au moins 2 des 6 victimes ont été massacrées, vraiment dormi, que vous le croyez ou non. J'ai passé une nuit à côté de la tombe de Jeffrey Dahmer et une autre à 2 pas de celle de H.P. Lovecraft. Je suis brossé les dents à côté de la baignoire dans laquelle Sir David Smith aurait noyé ses 2 épouses. Il y a longtemps que les histoires de feu de camp ne me font plus peur. Tu parles s'il m'a eu. Et de nouveau, il se tourna vers la porte. Elle était droite. Il posa un grognement, introduisit la clé dans la serrure et tourna. La porte s'ouvrit, il entra. Le battant ne se referma pas lentement dans son dos, le temps qu'il cherche l'interrupteur, et il ne se trouva pas plongé dans une obscurité totale, sans compter que les lumières de l'immeuble voisin donnaient un peu d'éclairage par la fenêtre. Il trouva l'interrupteur. Quand il appuya dessus, le lustre central, tout en verre, taillé et pampille, s'alluma, ainsi que la lampe posée sur le petit bureau à l'autre bout de la pièce. La fenêtre s'ouvrait au-dessus de ce bureau et qui rédigeait son... La fenêtre s'ouvrait au-dessus de ce bureau et qui rédigerait son courrier ici aurait toute... Ah oui, pardon, excusez-moi. La fenêtre s'ouvrait au-dessus de ce bureau et qui rédigerait son courrier ici aurait tout loisir d'observer l'animation de la 61e rue. Ou d'y sauter, si la fantaisie lui en prenait. Sauf que Mike posa son base-en-ville au sol, referma le battant derrière lui et appuya de nouveau sur l'enregistrement. La petite lumière rouge s'alluma. D'après Olin, 6 personnes auraient sauté par la fenêtre devant laquelle je me trouve, mais je ne vais pas pour autant plonger du 13e étage du Dolphin ce soir. Il y a une grille métallique de l'autre côté. Si on n'est jamais trop prudent, on n'est jamais trop prudent. La 1408 est une suite que l'on pourrait qualifier de classique. La partie salon comprend 2 fauteuils, un canapé, un petit bureau, un placard qui contient sans doute la télé et peut-être un minibar. La moquette n'a rien de spécial, sinon qu'il n'y a pas la moindre tache dessus. On peut compter sur Olin. Le papier peint, idem, Attendez. On entend alors un nouveau clic. Mike, une fois de plus, vient d'arrêter le magnétophone. Tout ce qui a été enregistré présente
porte ce même côté fragmentaire, une caractéristique tout à fait contraire aux quelques 150 autres bandes en possession de son agent littéraire. En outre, il parle d'une voix de plus en plus désemparée et perdue. Non pas celle d'un homme au travail, mais de quelqu'un de tellement perplexe qu'il parle tout seul sans s'en rendre compte. La nature elliptique de ses interventions et ce ton de plus en plus bizarre finissent, en se combinant, par donner une impression de malaise à la plupart des auditeurs. Beaucoup demandent qu'on arrête l'enregistrement bien avant la fin. De simples mots jetés sur le papier ne peuvent restituer cette conviction croissante des auditeurs qu'ils ont affaire à un homme en train de perdre, sinon l'esprit, du moins son emprise sur ce qu'on appelle la réalité. Mais même les mots quelconques qu'il emploie font comprendre que quelque chose se passe. Ce que Mike avait remarqué lorsqu'il s'était interrompu, c'était les gravures accrochées au mur. Il en avait 3. Une femme en robe du soir style années 20 se tenant au pied d'un escalier, un bateau à voile dans l'esprit Currier and Ives, et une nature morte de fruits. Cette dernière riche d'une désagréable nuance orangée qui recouvrait aussi bien les pommes et les bananes que les oranges. Les 3 tableaux étaient encadrés et sous verre, et de travers. Il avait été sur le point de le mentionner à l'intention du magnétophone, mais qu'y avait-il de plus banal, de moins digne de commentaire que 3 tableaux accrochés de travers sur un mur? Qu'une porte soit de travers, la rigueur, voilà qui avait un charme vieillot, style le cabinet du docteur Caligari. Mais la porte n'était pas de travers. Il avait été victime, un instant, d'une illusion d'optique. Rien de plus. La femme en robe de soirée penchait à gauche, de même que le voilier, où des vieux loups de mer britanniques en pantalon pas de def s'alignaient le long du bastingage pour regarder les poissons volants. Quant à la nature morte aux fruits jaunes orangés, on aurait dit qu'ils avaient été peints à la lumière d'un soleil tropical suffocant, un soleil du désert à la Pole Bowls. Elle penchait à droite. Bien qu'assez peu obsessionnel de nature, il alla les redresser. Les regarder pendre de travers lui donnait, de nouveau, un début de nausée. Il ne trouvait cependant pas cela tellement surprenant. On devient facilement sujet à cette sensation, avait-il découvert sur le Queen Elizabeth II. Il était connu que si on tenait bon pendant cette période de sensibilité exacerbée, on finissait en général par s'y adapter. Les vieux marins appelaient ça avoir ses jambes de mer. Mike n'avait pas assez navigué pour en arriver à ce stade et ce n'en était pas soucié. Il s'en tenait à ses jambes terrestres, ces temps-ci, et si le fait de redresser ces 3 gravures dans le salon de la 1408 suffisait pour que les choses rentrent dans l'ordre, c'était parfait. Il y avait de la poussière sur les vitres protégeant les gravures. Il passa 2 doigts sur celle de la nature morte et laissa 2 traces parallèles. La poussière donnait une sensation glissante, huileuse, comme de la soie avant qu'elle ne pourrisse, fut la comparaison qui lui vint à l'esprit, mais il n'allait certainement pas enregistrer cette réflexion. Comment pouvait-il connaître la sensation que donnait de la soie sur le point de se décomposer? C'est une remarque ivrogne. Les cadres, une fois redressés, il recula pour les examiner. La femme en robe de soirée à côté de la porte donnant dans la chambre, le voilier croissant sur l'un des 7 océans à gauche de l'écritoire, et finalement cette affreuse nature morte, mal peinte à côté du meuble télé. Il s'était plus ou moins attendu à les voir à nouveau de travers, ou se mettre de travers sous ses yeux, ce qui se produit dans des films comme La Maison sur la colline hantée, ou dans... c'est quoi cette traduction de The Haunting of Hill House? Ou dans les anciens épisodes de Twilight Zone. Mais les tableaux restèrent droits, exactement comme il les avait mis. Non pas, se dit-il, qu'il aurait trouvé quoi que ce soit de surnaturel ou de paranormal dans un retour à leur position penchée, mais il savait que le retour au statu quo ante était dans la nature des choses, que les gens qui ont arrêté de fumer, il toucha sans y penser la cigarette garée derrière son oreille, ont tendance à replonger et que les tableaux qui pendent de travers depuis la présidence de Nixon ont tendance à vouloir pendre de travers. Et ça fait un moment qu'ils sont là, aucun doute. Si je les décrochais, je verrais un emplacement plus clair en dessous sur le papier peint, ou des bestioles se mettre à s'agiter, comme quand on retourne une pierre. Cette idée avait quelque chose de choquant et de répugnant à la fois. Elle avait été accompagnée d'une image d'asticot blanchâtre et aveugle, dégoulinant comme du pus visqueux de cette partie autrefois protégée du papier peint. Mike souleva son dictaphone, appuya sur enregistrement et dit « Olin a sans aucun doute orienté mes pensées dans un certain sens. A même créé une chaîne de pensée peut-être. Il a tout fait pour me filer les foies et il a réussi. Je ne veux pas dire... Quoi? Qu'est-ce qu'il n'avait pas voulu dire? Qu'il avait mal au foie à cause de la sensation de nausée?
C'était ridicule. Avoir les foies est un cliché de la langue familière qui ne signifie rien de particulier. C'est à cet instant que Mike Henslin dit dans le micro, d'un ton neutre et parfaitement clair, la phrase suivante. « Il faut que je me ressaisisse, tout de suite », suivi d'un clic indiquant qu'il avait de nouveau arrêté d'enregistrer. Merci pour le raid Elcast Live. Il ferma les yeux et prit 4 inspirations, lentes et mesurées, retenant chaque fois l'air pendant 5 secondes. Rien de tel ne lui était jamais arrivé, en tout cas pas dans les maisons supposées hantées, des châteaux supposés hantés, des cimetières supposés hantés. Ce n'était pas comme être soi-même hanté ou comme s'il s'imaginait que ce serait de l'être, mais plutôt comme de s'être shooté avec une drogue de mauvaise qualité. C'est Olin, là derrière, c'est lui qui t'a hypnotisé, mon vieux. Mais tu vas t'en sortir, tu vas passer la bon Dieu de nuit dans cette suite, et pas seulement parce que c'est l'endroit le plus sensationnel que t'aies jamais exploré. Même sans Olin, t'as déjà la meilleure histoire de fantôme des 10 dernières années. Mais parce qu'il ne faut pas que ce soit Olin qui gagne. Lui et son histoire à la con, lui et ses 30 personnes qui seraient mortes ici, non, il faut pas qu'il gagne. C'est moi qui suis chargé de raconter des conneries ici, il me semble. Alors respire, mon vieux, lentement, tranquillement, inspire, expire. Il continua ainsi pendant environ 1 minute et demie. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il se sentait normal. Les gravures, toujours bien droites. Les fruits de la nature morte, toujours aussi jaunes et orangés, toujours aussi moches. Des fruits venus du désert, certains. Une bouchée de l'un d'eux et tu as une chiasse à te fendre le cul. Enregistrement. Le petit œil rouge s'alluma. J'ai eu un début de vertige pendant 1 minute ou 2, dit-il en se rendant auprès du petit bureau sous la fenêtre condamnée par un grillage à l'extérieur. Il aurait pu s'agir d'une conséquence des histoires à dormir debout d'Olin, mais j'ai eu l'impression très nette de ressentir une présence dans la pièce. Il n'avait strictement rien ressenti, bien entendu, mais une fois cela enregistré, il pouvait broder comme bon lui semblait. L'air sans le renfermer, pas le moisi et encore moins un truc en décomposition. D'après Olin, la chambre est aérée chaque fois qu'ils y font un ménage rapide, mais cela ne dure pas assez longtemps et l'air sans... Oui, l'air sans le renfermer. Hey, regardez-moi ça. Un cendrier était posé sur le petit bureau écritoire, un cendrier en verre épais comme on en voit partout dans les hôtels, une pochette d'allumettes neuves posée dedans. Sur le rabat, on voyait une représentation du Dolphin. Devant l'hôtel se tenait un portier en uniforme à l'ancienne avec épaulettes et fourragère dorée. Il portait une casquette fantaisie que l'on aurait bien vu perchée sur la tête d'un type dans un bar homo, un type genre motard, droit comme un i, nu comme un verre, des anneaux fichés un peu partout sur le corps. Et circulaient devant l'hôtel des voitures d'une autre époque, Packard, Hudson, Studebaker, Chrysler New Yorkers de luxe. La pochette d'allumettes dans le cendrier paraît datée des années 50, reprit Mike, glissant des allumettes dans la poche de sa chemise hawaïenne. Je la conserve en souvenir, c'est maintenant le moment de changer un peu l'air. Il y a un claquement, sans doute le bruit du magnétophone qu'il pose sur l'écritoire, ensuite une pause, suivie des sons inarticulés qui accompagnent un effort physique. Puis il y eut un nouveau silence et enfin un grincement. « C'est bon !» s'exclama-t-il. Il a parlé un peu loin du micro, mais il sera plus près pour la suite. « C'est bon !» répéta Mike en reprenant le dictaphone. La partie inférieure n'a pas voulu bouger, à croire qu'elle a été clouée. Mais la partie supérieure est descendue. J'entends la circulation sur la 5e avenue et tous ces coups d'avertisseur ont quelque chose de réconfortant. On joue du saxophone, quelque part, peut-être au Plaza, qui est un peu plus bas, de l'autre côté de la rue. Ça me rappelle mon frère. Mike s'interrompit soudain, regarda le petit œil rouge. Il avait l'air accusateur. Son frère ? Son frère était mort, encore un soldat tombé au cours des guerres tabagiques. Puis il se détendit. Qu'est-ce que ça voulait dire ? C'était les guerres fantomiques, des guerres dont Mike Henslin était toujours sorti vainqueur. Quant à Donald Henslin... En fait, mon frère a été dévoré par des loups, un hiver, sur l'autoroute de Connecticut, dit-il, éclatant de rire avant d'appuyer sur arrêt. Il y a encore quelques bribes de propos sur l'enregistrement, peu de choses, mais cette phrase est la dernière ayant quelque cohérence, ou du moins à laquelle on peut donner un sens clair. Mike fit volte-face et regarda les gravures, toujours accrochées, bien droites, en bonnes petites gravures qu'elles étaient. Mais la putain de nature morte, en revanche, quelle horreur! Il enclencha l'enregistrement et prononça 2 mots. Orange fumante. Puis il coupa l'appareil, fit de nouveau demi-tour et alla jusqu'à la porte qui donnait dans la chambre. Il s'arrêta à hauteur de la femme en robe de soirée et tâtonna dans l'obscurité à la recherche de l'interrupteur. Il n'eut qu'un instant pour s'en rendre compte.
On dirait de la peau de la vieille peau et... Pardon. On dirait de la peau vieille et morte. Que quelque chose clochait dans le papier peint sous sa paume. Puis ses doigts touchèrent l'interrupteur, la chambre fut inondée d'une lumière jaune en provenance d'un autre lustre du même genre que dans le salon, avec breloques et pampilles. Le couchage était fait de 2 lits jumeaux à coller sous un couvre-lit jaune orangé. Pourquoi des lits jumeaux demanda Mike au magnétophone, coupant une fois de plus l'enregistrement. Il entra, fasciné par le désert brûlant du couvre-lit, par les bosses tumorales formées par les oreillers en dessous. Dormir là? Jamais de la vie. Ce serait comme dormir dans cette foutue nature morte. S'il passait la nuit dans cette horrible chambre étouffante à la Paul Bowles, une chambre qu'on n'arrivait pas à bien distinguer, une chambre faite pour des expatriés anglais déments rendus aveugles par une syphilis contractée en baisant leur mère avec, dans la version filmée, Lawrence Harvey ou Jeremy Irons en vedette, l'un de ces acteurs qu'on associe naturellement à des actes qui ne sont pas naturels, et Mike appuya sur enregistrement. Le petit œil rouge s'alluma et dit « Orphée » et il dit « Orphée sur le circuit orphique ». Puis il arrêta l'enregistrement. Il s'approcha du lit. Le couvre-lit brillait de son éclat jaune-orangé. Le papier peint, qui était peut-être de couleur crème à la lumière du jour, renvoyait les reflets jaune-orangés du couvre-lit. Sur l'une des 2 petites tables de nuit trônait un téléphone noir, gros et à cadran. Les trous pour les doigts étaient comme des yeux blancs exprimant la surprise. Une assiette contenant une prune était posée sur l'autre table de nuit. Enregistrement. Ce n'est pas une vraie prune, elle est en plastique. Arrêt. Un menu de ceux qu'on accroche au bouton de porte était posé sur le lit. Mike s'approcha d'un côté, prenant bien soin de ne toucher ni le lit ni le mur, et prit le menu. Il essaya de ne pas toucher le couvre-lit, mais ses doigts l'effleurèrent et il gémit. Il était moelleux pourtant, mais d'une manière épouvantable. Il ne lâcha pas pour autant le menu. Il a été rédigé en français, et même si cela faisait des années qu'il ne le pratiquait plus, l'un des plats proposés pour le petit déjeuner était un oiseau rôti dans de la merde. Voilà au moins un truc qui ressemble à ce que pourrait manger un Français, pensa-t-il, éclatant d'un rire dément et effaré. Il ferma les yeux et les rouvrit. Le menu était écrit en russe. Il ferma les yeux et les rouvrit. Le menu était écrit en italien. Il ferma les yeux et les rouvrit. Il n'y avait plus de menu. Il y avait l'image d'un petit garçon, en bois, découpé, en train de hurler, regardant par-dessus son épaule un loup, en bois, découpé, qui venait d'avaler sa jambe gauche jusqu'au genou. Le loup avait des oreilles plaquées sur la tête, en l'air, et l'air d'un terrier qui massacre son jouet favori. Non, je ne vois pas ça, pensa Mike. Et bien sûr, il ne le voyait pas. Sans fermer les yeux d'une nouvelle fois, Sans refermer les yeux une nouvelle fois, il vit des lignes bien nettes, rédigées en anglais, chacune donnant une tentation gastronomique différente. Des œufs, des gaufres, des fruits rouges frais, mais pas de volaille rôtie dans la merde, cependant. Il pivota et lentement se retira du petit espace entre le lit et le mur, un espace qui lui paraissait à présent aussi étroit qu'une tombe. Son cœur battait tellement fort qu'il le sentait cogner non seulement dans sa poitrine, mais jusque dans son cou et ses poignets. Ses yeux battaient comme s'ils allaient jaillir de leur orbite. Il y avait quelque chose dans la 1408 qui n'allait pas du tout. Le lit n'avait fait allusion à un gaz empoisonné et de ce fait, Mike éprouvait l'impression d'avoir été gazé ou forcé à inhaler un hashish très fort enrichi à l'insecticide. C'était Olin qui avait manigancé ça, bien entendu, probablement avec l'active connivence des services de sécurité, et tous devaient être morts de rire. Ils avaient injecté ce gaz spécial par les conduits d'aération. Ce n'était pas parce qu'ils ne voyaient aucun évent que ceci n'existait pas. Mike regardait autour de lui, dans la chambre, les yeux écarquillés et pleins de frayeur. Pas de prune sur l'autre table de nuit. Pas d'assiette non plus. Le dessus de la table était vide. Il se tourna, s'avança vers la porte donnant dans le salon et s'arrêta. Il y avait un tableau sur le mur. Il ne pouvait en être absolument certain. Dans l'état où il était, il n'était même plus sûr de son propre nom. Mais il était raisonnablement sûr qu'il n'y était pas quand il était entré dans la pièce. C'était une nature morte. Une unique prune, posée sur un plat en étain, lui-même posé sur une table en bois abîmé. La lumière qui tombait de la peinture était d'un jaune orangé fiévreux. Éclairage tango, pensa-t-il. Le genre d'éclairage qui réveille les morts et les envoie danser le tango. Le genre de lumière qui... Il faut que je sorte d'ici.
Pardon. Il faut que je sorte d'ici. Putain, ici, j'ai parlé québécois. Il faut que je sorte d'ici, murmura-t-il, en retournant, vacillant dans le salon. Il prit conscience que ses chaussures émettaient des bruits bizarres, des bruits d'écrabouillement, comme si le plancher devenait mou. Les tableaux du salon étaient de nouveau de travers, mais d'autres transformations s'étaient produites. La dame, au bas de l'escalier, s'était dénudée jusqu'à la taille et exhibait ses seins. Elle en tenait un dans chaque main. Une goutte de sang était suspendue à chacun de ses tétons. Elle regardait Mike droit dans les yeux, souriant avec férocité. Elle avait des dents taillées en pointe, à la cannibale. Au bastingage du voilier, les 2 loups de mer avaient cédé la place à une rangée d'hommes et de femmes blêmes. L'homme le plus à gauche, celui qui était le plus près de la proue, portait un costume en laine marron et tenait un chapeau mou à la main. Il avait les cheveux collés sur le crâne et partagés par une raie centrale. Son expression était vide. Son expression vide était celle de quelqu'un de choqué. Mike connaissait son nom. Kevin O'Malley. Le premier occupant de cette chambre, le représentant de machine à coudre qui, en octobre 1910, avait sauté par la fenêtre. À la gauche de O'Malley s'alignaient tous ceux qui étaient morts ici, et tous arboraient la même expression vide et choquée, expression qui leur donnait un air de parenté, comme s'ils étaient les membres d'une famille fortement incestueuse et cataclysmement retardée. À la place de la nature morte, il y avait à présent une tête humaine tranchée. Les ondes jaunes, orangées, se diffusaient de ses joues creuses, de ses lèvres affaissées, de ses yeux vitreux tournés vers le ciel, de la cigarette garée derrière son oreille droite. Mike partit en titubant vers la porte. Ses pieds faisaient des bruits de succion, paraissant même vouloir rester collés un peu plus à chaque pas. La porte refusa de s'ouvrir, bien entendu. La chaîne n'avait pas été mise. Le loquet à abattant restait bien droit le long du chambranle, mais la porte refusait tout de même de s'ouvrir. La respiration haletante. Mike se tourna pour aller en pataugeant, c'était son impression, jusqu'à l'écritoire. Il voyait les rideaux près de la fenêtre qu'il avait entr'ouverte, s'agiter de temps en temps, mais aucun air frais ne venait lui caresser le visage. On aurait dit que la pièce était en train de l'avaler. Il entendait toujours les avertisseurs sur la 5e, mais très loin à présent. Et le saxophone, jouait-il toujours? Si oui, la pièce lui avait dérobé sa douceur et sa mélodie pour ne garder qu'un ronronnement flûté atonal, comme le vent soufflant entre les os d'un squelette, ou une bouteille de soda remplie de doigts coupés, ou « Arrête mon vieux !» essaya-t-il de dire. Mais il ne pouvait plus parler. Son cœur martelait sa poitrine à un rythme terrifiant. S'il accélérait encore, il allait exploser. Il ne tenait plus à la main son petit dictaphone, le fidèle compagnon de temps de ses expéditions de cas. Il l'avait laissé quelque part. Dans la chambre? Si c'était là, il n'existait probablement plus. Il avait été englouti par elle. Une fois digéré, il serait rejeté dans l'un des tableaux, comme un excrément. Aussitôt, aussi essoufflé qu'un coureur arrivant au terme d'un marathon, Mike porta la main à son cœur, comme pour le calmer. Il sentit alors, dans la poche de poitrine de sa chemise hawaïenne aux couleurs criardes, une forme rectangulaire, celle du dictaphone. Ce contact et cette solidité d'un objet familier le calmèrent un peu, le ramenèrent un peu à lui. Il se rendit compte qu'il fredonnait et que la pièce semblait lui répondre de la même manière, comme si les myriades de bouches se dissimulaient sous le papier peint à la douceur morbide au toucher. Il se rendit compte aussi qu'une telle nausée lui soulevait l'estomac, que celui paraissait... Il se rendit aussi compte qu'une telle nausée lui soulevait l'estomac, que celui-ci paraissait faire du yo-yo dans le hamac graisseux de son abdomen. L'air se coagulait contre ses oreilles, formait des bouchons mous qui lui faisaient penser à une pâtisserie au chocolat juste avant le stade de la liquéfaction. Mais il avait un peu repris ses sens, assez pour être certain d'une chose. Il lui fallait appeler à l'aide tant qu'il était encore temps. L'idée d'Olin prenant un air pincé, sans se départir de ses manières onctueuses de directeur d'hôtel new-yorkais, pour lui lancer un « je vous l'avais bien dit », ne le perturba pas. De même, l'idée que le patron du Dolphin aurait provoqué ces étranges perceptions et cette horrible terreur par des moyens chimiques lui avait complètement quitté l'esprit. C'était la suite, la bon Dieu de suite. Il avait tant pensé tendre vivement la main vers l'antique téléphone, jumeau de celui de la chambre, et l'arracher littéralement de son socle. Au lieu de cela, il vit son bras descendre vers la table dans un ralenti délirant, et le mouvement ressemblait tellement à celui d'un plongeur qu'il n'aurait pas été surpris de voir monter des bulles autour de lui. Il referma la main sur le combiné et le souleva. Son autre main plongea sur le même mode ralenti que la première et composa le 0.
Lorsqu'il porta l'écouteur à son oreille, il entendit une série de clics, tandis que le cadran reprenait sa position initiale. On aurait dit le cliquetis de la roue dans la rue de la Fortune. Voulez-vous la faire tourner ou préférez-vous tenter de résoudre l'énigme au risque d'échouer? On vous déposera dans la neige à côté de l'autoroute du Connecticut et vous serez dévoré par les loups. Aucune sonnerie ne retentit à son oreille. À la place, une voix rude s'éleva brusquement. « C'est le 9! Le 9! C'est le 9! Le 9! C'est le 10! Le 10! Nous avons tué nos amis! Ils sont tous morts maintenant! C'est le 6! Le 6! » Mike écoutait, envahi d'une horreur croissante. Il écoutait, mais pas ce que disait la voix. Rauque, vide. Ce n'était ni une voix produite par une machine, ni une voix humaine, mais celle de la pièce. La présence exsudait de partout, des murs, du plancher. La présence lui parlait par le téléphone, mais n'avait rien en commun avec aucun des événements paranormaux dont il eût entendu parler. Il y avait ici quelque chose qui n'était pas de ce monde. Non pas ici, mais il vient. Il est affamé et tué son repas. Le téléphone échappa à sa main sans force et il se tourna. L'appareil se mit à se balancer au bout de son cordon, comme l'estomac de Mike dans son abdomen, et il entendait encore la voix râpeuse, issue des ténèbres. « 18, c'est maintenant le 18. Courez aux abris quand la sirène retentira. C'est le 4, le 4 !» Il ne se rendit même pas compte qu'il retirait la cigarette de derrière son oreille et la glissait entre ses lèvres, ni qu'il cherchait la pochette d'allumettes avec le portier bardé de gadons dorés dans sa poche de poitrine de sa chemise, ni même que, au bout de 9 ans, il avait décidé d'en griller une. Sous ses yeux, la chambre avait commencé à fondre. Elle s'affaissait dans un repli de tous ses angles droits et de toutes ses lignes droites, non pas pour dessiner des courbes, mais d'étranges arcs mauresques qui faisaient mal aux yeux. Le lustre aux pampilles, au centre du plafond, commença à pendouiller comme une morve épaisse. Les gravures se mirent à se courber et à prendre la forme qu'ont les pare-brises des vieilles voitures. Derrière la vitre qui la protégeait, à côté de la porte de la chambre, la femme des années 20, aux tétons saignants et au sourire de cannibale, fit un brusque demi-tour et s'élança dans l'escalier, qu'elle escalada avec les délicieux déhanchements d'une vampe courant en talons hauts dans un film d'avant le parlant. Le téléphone continuait d'éructer et de crachouiller, et la voix qui en sortait était à présent celle d'une tondeuse à cheveux électriques qui aurait appris à parler. 5, c'est le 5. Ignorez la sirène. Même si vous quittez cette pièce, vous ne quitterez jamais cette pièce. 8, c'est le 8. Les deux portes, celle donnant sur le corridor et celle donnant sur la chambre, commencèrent à s'effondrer en s'élargissant au milieu, formant des passages pour des créatures dotées de formes blasphématoires. L'éclairage devint brillant et brûlant, remplissant la pièce de son éclat jaune-orangé. Des déchirures striaient le papier peint, des pores noirs s'y ouvraient et se transformaient rapidement en bouche. Le plancher s'incurva, et il entendit la chose venir, la chose qui parlait avec la voix d'un rasoir électrique. « 6 !» hurla le téléphone. « 6 ! C'est le 6 ! C'est le bon Dieu de bordel de 6 !» Il regarda la pochette d'allumettes dans sa main, la pochette qu'il avait prise dans le cendrier. Marrant, ce vieux porte-galonné. Marrant, ces vieilles bagnoles avec leurs chrome outranciers. Et en dessous, il y avait quelque chose d'écrit. Quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis bien longtemps, parce que de nos jours, la bande abrasive se trouve au dos de ces pochettes, refermée avant usage. Sans réfléchir, il n'en était plus capable, Mike Henslin arracha l'une des allumettes au carton, laissant en même temps tomber la cigarette au bord de sa bouche. Il fit craquer l'allumette et porta aussitôt le feu aux autres. Il y eut un bruit de souffle. Pfft ! Une forte bouffée de soufre en feu qui lui monta à la tête comme s'il avait respiré des sels, et une flamme vive s'éleva des têtes d'allumettes. Et, toujours sans réfléchir, Mike porta la pochette en feu contre le devant de sa chemise. C'était un modèle bon marché, fabriqué à Bornéo, en Corée ou au Cambodge, loin d'être neuf. Il prit aussitôt feu, avant que les flammes ne montent à la hauteur de ses yeux. Rendant la chambre une fois de plus instable, Mike vit la chose clairement, tel celui qui se réveille d'un cauchemar pour voir que le cauchemar l'entoure. Il avait la tête claire. La puissante bouffée de soufre et la brusque chaleur montant de sa chemise avaient eu ce résultat. Mais la pièce conservait son aspect démentiellement mauresque. Le terme mauresque était d'ailleurs inadéquat, bien loin de la réalité. Mais c'était le seul qui lui semblait avoir un début de rapport avec ce qui s'était passé ici. Et s'y passait encore. Il se trouvait dans une grotte en fusion, où tout se courbait, se pliait, s'inclinait selon des angles impossibles.
La porte de la chambre était devenue le couvercle d'une chambre sarcophage intérieure. Et à sa gauche, à la place de la nature morte aux fruits, une bosse déformait le mur et s'étirait vers lui, se fendant de longues fissures béantes comme autant de bouches, s'ouvrant sur un monde d'où quelque chose, maintenant, approchait. Mike Henslin entendait sa respiration larmoyante, avide, sentait l'odeur d'une créature vivante et dangereuse, une odeur qui lui rappelait celle de la cage aux fauves de... Puis la caresse ardente des flammes vint toucher le dessus de son menton, chassant toute pensée. La chaleur qui s'élevait de la chemise en feu lui fit reprendre conscience de la réalité, chasser son indécision, et dans l'odeur âcre des poils de sa poitrine qui commençait à se calciner, il se précipita de nouveau vers la porte palière avec l'impression de s'enfoncer un peu plus à chaque pas dans la moquette. Un bourdonnement d'insectes s'était mis à suinter des murs. La lumière jaune orangée devenait de plus en plus éclatante, comme si on tournait un rhéostat invisible. Mais cette fois-ci, lorsqu'il atteignit la porte et tourna la poignée, le battant céda. C'était comme si la chose derrière la bosse crevassée du mur ne savait que faire d'un homme en feu. Peut-être, en fait, ne mettait pas la chair cuite. C'est parti pour le chapitre 3. Une chanson populaire des années 50 suggère que c'est l'amour qui fait tourner le monde. Mais l'idée que ce sont plutôt les coïncidences conviendrait mieux. Rufus Dearborn, qui passait la nuit dans la chambre 1414, à proximité des ascenseurs, était représentant en machine à coudre Tinger et était venu de son Texas natal pour un entretien en vue de prendre un poste de responsable dans l'entreprise. Et c'est ainsi que, environ 90 ans après que le premier occupant de la 1408 s'était défenestré, un autre vendeur de machines à coudre sauva la vie de l'homme venu se confronter, pour en faire un chapitre de son livre, avec ce qu'il y avait dans cette chambre soi-disant hantée. Mais c'est peut-être aller un peu loin. Mike Henslin aurait sans doute survécu, même si personne, et en particulier un type qui venait tout juste de rendre visite à la machine à glace, ne s'était trouvé à ce moment-là dans le corridor. Avoir sa chemise en feu n'a cependant rien d'une plaisanterie, et il aurait été brûlé beaucoup plus gravement et sur une plus grande superficie de peau sans l'intervention de Dearborn. Un homme qui pensait vite et agissait plus vite encore. Ce qui n'empêcha pas le représentant de ne garder qu'un souvenir confus des événements. S'il bricola une histoire à peu près cohérente à l'intention des journaux et des caméras de télé, l'idée d'être traité de héros lui plaisait d'autant plus qu'elle allait faire très bien sur le CV d'un type à la recherche d'une promotion. Il se souvenait clairement d'une image, celle d'un homme en feu fonçant dans le couloir. C'était après que tout se brouillait. Il y avait toutefois un détail dont il était certain et dont il ne dit mot aux journalistes, car il n'avait aucun sens. Les cris de l'homme en feu semblaient devenir de plus en plus forts, comme quand on monte le son sur sa stéréo. Il était là, juste devant Dearborn, la hauteur du son émis par l'homme ne changeait pas, mais le volume, lui, augmentait. Aucun doute là-dessus. Comme si l'homme était quelque chose d'incroyablement bruyant, venant seulement d'arriver. Dearborn s'était précipité, son seau plein de glaçons à la main. L'homme en feu, il n'y avait que sa chemise qui brûlait, je m'en suis tout de suite rendu compte, dit-il au journaliste. Allait heurter la porte en face de celle par laquelle il était sorti dans le couloir, rebondit dessus, vacilla et tomba à genoux. C'est à ce moment-là que Dearborn le rejoignit. Du pied, il pesa sur l'épaule de l'homme qui hurlait et l'obligea à s'étendre sur la moquette. Puis il renversa le contenu de son seau à glaçons sur lui. Ça doit être tellement désagréable. Ah merde, il y a un chapitre 4, je vous ai menti. Si ces détails étaient embrouillés d'un point de vue chronologique dans son esprit, ils restaient accessibles. Il se rendait compte que la chemise en feu dégageait beaucoup trop de lumière, un éclat jaune, orangé, étouffant qui lui fit penser au voyage qu'il avait fait en Australie avec son frère 2 ans auparavant. Ils avaient loué un 4x4 et entrepris la traversée du grand désert australien, que les rares indigènes appelaient découvrir les frères Dearborn le grand rien du tout australien. Un sacré voyage, un voyage sensationnel, mais qui fichait les boules, en particulier le grand rocher au milieu, Ayers Rock. Ils y étaient arrivés au moment du coucher de soleil et la lumière, sur ses multiples faces, était comme celle-ci, chaude et étrange. Une lumière qui n'était pas tout à fait terrestre.
Il se mit à genoux à côté de l'homme en feu qui n'était plus qu'un homme brûlé, un homme au gilet de glaçon, et le fit rouler sur lui-même pour éteindre les flammes qui menaçaient de gagner le dos de la chemise. Dearborn vit alors que sur le côté gauche du cou du brûlé, la peau n'était plus qu'une rougeur cloquée et fumante, et que le lobe de son oreille avait un peu fondu. Mais sinon... Dearborn leva les yeux et il eut l'impression délirante, mais néanmoins bien réelle, que la pièce d'où l'homme avait jailli, et dont la porte était restée ouverte, rayonnait de cette lumière de coucher de soleil australien. Lumière brûlante d'un lieu désert où jamais rien de ce que connaît l'homme n'aurait pu survivre. Une lumière terrible, oui, sans parler de ce bourdonnement bas, comme une tondeuse électrique qui essayerait désespérément de parler, mais aussi fascinante. Il eut l'envie d'y entrer. Il eut l'envie d'aller voir ce qu'elle cachait. Il n'est pas impossible que Mike ait sauvé, lui aussi, la vie de Dearborn. Il se rendit parfaitement compte que Dearborn se levait, comme si le blessé ne présentait plus d'intérêt pour lui, et que son visage reflétait la lumière aveuglante et palpitante qui émanait de la 1408. Il s'en souvenait encore mieux que Dearborn lui-même, après, mais évidemment, Rufus Dearborn n'en avait pas été réduit à se mettre le feu pour échapper à la mort. Mike attrapa Dearborn par l'ourlet de son pantalon. « N'entrez pas là-dedans », dit-il d'une voix éraillée, enfumée. « Vous n'en sortirez jamais. » Dearborn s'arrêta, et regarda le visage écarlate et cloqué de l'homme allongé sur le sol. « C'est un endroit hanté », ajouta Mike. Et comme si ces mots avaient été une incantation, la porte de la 1408 se referma dans un claquement furieux, éteignant la lumière, étouffant le terrible bourdonnement qui était presque des paroles. Rufus Dearborn, l'un des meilleurs vendeurs de la société de machines à coudre Singer, courut jusqu'aux ascenseurs et déclencha l'alarme incendie. Chapitre 4. On trouve une photo intéressante de Mike Henslin dans Traitement des grands brûlés, approche par le diagnostic, dont la 7e édition est parue 1 an et demi environ après le bref séjour que fit l'écrivain dans la suite 1408 de l'hôtel Dolphin. On ne voit que son torse sur le cliché, mais c'est bien lui. On le sait d'autant mieux à cause du curieux rectangle blanc que l'on voit côté gauche. Tout autour, les chairs sont d'un rouge violent et présentent par endroits des cloques de brûlure au 2e degré. Ce rectangle blanc épouse les limites de la poche de poitrine de la chemise qu'il portait ce soir-là. La chemise porte-bonheur dans la poche de laquelle il avait glissé son dictaphone. Le petit appareil avait commencé à fondre aux angles, mais il fonctionnait encore et la bande à l'intérieur était intacte. C'est ce qu'elle a enregistré qui ne va pas. Après l'avoir écouté 3 ou 4 fois, l'agent de Mike, Sam Farrell, l'avait rangé dans son coffre pour ne pas avoir à s'interroger sur la chair de poule qui, à chaque audition, hérissait ses bras décharnés et tannés. La cassette n'était pas sortie du coffre depuis. Farrell n'éprouvait aucun besoin de la faire passer une fois de plus, pas plus pour lui-même que pour ses amis, tous morts de curiosité. Certains auraient fait n'importe quoi pour l'entendre, y compris assassiner. Tout le monde se connaît plus ou moins dans le petit monde de l'édition, à New York, et les bruits font vite. Farrell n'aime pas la voix de Mike sur cet enregistrement. Il n'aime pas non plus ce que raconte cette voix. Mon frère a été dévoré par des loups un hiver sur l'autoroute du Connecticut. Au nom du ciel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais plus que tout, il n'aime pas les bruits qu'on entend en fond sonore, des bruits mouillés de succion qui font parfois vaguement penser à du linge tournant dans un tambour de machine à laver dans lequel on aurait mis trop de détergent. Parfois au bourdonnement de ces anciennes tondeuses à cheveux électriques, et même parfois ressemblant bizarrement à une voix. Pendant que Mike était encore à l'hôpital, un homme du nom d'Olin, rien de moins que le directeur du foutu hôtel, je vous demande un peu, était venu demander à Farrell s'il pouvait écouter la bande. L'agent avait répondu que non, qu'il ne pouvait pas. Ce qu'il pouvait faire, en revanche, c'était décamper sans délai de son bureau et mettre les voiles vers le nid à punaises où il officiait et remercier Dieu que Mike Henslin n'ait pas voulu lui faire un procès à lui et à son hôtel pour négligence. « Je vais essayer de le convaincre de ne pas y rentrer », répondit calmement Olin. Un homme qui a passé une bonne partie de sa vie professionnelle à écouter les récriminations plus ou moins héritées de clients mécontents de tout et de n'importe quoi, de leur chambre comme des revues proposées sur les présentoirs du hall, avait peu de chances d'être ému par la sortie de Farrell. « J'ai fait tout mon possible, monsieur Farrell. Si quelqu'un a été négligent ce soir-là, c'est monsieur Henslin lui-même. Il était trop incrédule. Il ne croyait en rien.
d'un comportement fort imprudent et fort dangereux. Je suis prêt à parier qu'il a changé quelque peu sur ce point. En dépit de la répugnance que lui inspire l'enregistrement, Farrell aimerait bien que Mike l'écoute, en reconnaisse l'intérêt et peut-être même l'utilise comme aire de lancement pour un nouveau livre. Il y a la matière d'un livre dans ce qui est arrivé à Mike, l'agent en est persuadé. Pas seulement d'un chapitre, d'un compte-rendu de cas de 40 pages, mais de tout un bouquin. Un bouquin qui ferait un tabac et qui se vendrait plus que l'ensemble de la série des 10 nuits. Et bien entendu, quand Mike lui déclare qu'il en a fini non seulement avec les histoires de fantômes, mais avec l'écriture elle-même, l'agent n'en croit rien. Tous les écrivains disent ça un jour ou l'autre. Les caprices de prima donna sont l'un des éléments inhérents qui font d'un écrivain ce qu'il est. Quant à Mike Henslin lui-même, il ne s'en est pas si mal sorti, tout bien considéré. Et il le savait. Et il le sait. Il aurait pu être brûlé beaucoup plus gravement, pour commencer. Sans M. Dearborn et son seau de glaçons, ce ne sont pas 4 greffes de peau qu'il aurait eu à subir, mais 20 ou peut-être 30. Une cicatrice court le long de son cou, en dépit de la greffe, mais les médecins de l'hôpital des Grands Brûlés de Boston affirment qu'elle disparaîtra peu à peu. Il sait aussi que ces brûlures, qui l'ont fait souffrir le martyre pendant des semaines et les mois qui suivaient cette soirée, étaient indispensables. Sans la pochette d'allumettes avec refermé avant usage, sur le rabat, il serait mort dans la suite 1408. Mort dans des circonstances abominables. Un médecin légiste aurait sans doute parlé de crise cardiaque ou d'hémorragie cérébrale, mais la véritable cause du décès aurait été bien plus effroyable. Bien plus. Il a eu aussi de la chance d'avoir pu sortir 3 livres à succès racontant des histoires de fantômes et de lieux hantés avant de tomber dans le piège d'un endroit qui était réellement hanté. Et cela aussi, il en a conscience. Sam Farrell peut bien ne pas croire que la carrière d'écrivain de Mike soit terminée, mais peu importe, Mike le croit pour 2. Il n'est même pas capable d'écrire une carte postale sans être pris de sueur froide et d'une sensation de nausée au fond de l'estomac. Parfois, le seul fait de regarder un stylo ou une machine à écrire, voire même un magnétophone, lui fait penser « Les tableaux étaient de travers, j'ai essayé de les redresser ». Il ignore ce que cela signifie. Il ne se souvient ni des tableaux, ni de rien d'autre de la suite 1408. Et il aime autant. C'est un vrai bonheur. Il fait de l'hypertension depuis quelque temps. Son médecin lui a expliqué que les Grands Brûlés présentaient souvent ce genre de séquelles et il lui a prescrit un traitement. Ses yeux ne vont pas non plus très bien. Son ophtalmo lui a prescrit lui aussi quelque chose. Il a de sérieux problèmes de dos et sa prostate est devenue trop grosse. Toute chose qu'il peut supporter. Attends. Oui, toute chose qu'il peut supporter. Oui. Il sait qu'il n'est pas le premier à s'être échappé de la 1408 sans réellement s'en échapper. Olin a essayé de lui dire. Mais ce n'est pas tellement catastrophique. Au moins, n'en a-t-il aucun souvenir. Il fait parfois des cauchemars. Non, il fait souvent des cauchemars, disons-le, pratiquement toutes les nuits. Mais il est rare qu'il s'en souvienne à son réveil. Sensation de choses qui perdent leurs angles et se ramollissent, avant tout, fondant un peu comme les coins de son dictaphone avaient fondu. Il habite actuellement à Long Island et, par beau temps, il fait de longues promenades sur la plage. La seule fois où il a pu dire quelque chose sur ce qui lui restait de son séjour de 70 minutes bizarrissime, dans la 1408, ce fut lors de l'une de ses promenades. Ça n'avait rien d'humain, déclara-t-il aux vagues qui déferlaient vers lui, d'une voix qui hésitait et s'étranglait. Les fantômes, au moins. Les fantômes ont-ils été autrefois humains? Mais la chose dans le mur, par contre, cette chose... Le temps améliorera son état et c'est bien ce qu'il espère. Le temps peut atténuer les choses, comme il fera peu à peu disparaître les cicatrices à son cou. Toujours est-il qu'en attendant, il dort la lumière allumée dans sa chambre, pour savoir tout de suite où il se trouve quand il se réveille en sursaut d'un de ses cauchemars. Il a fait enlever tous les téléphones de la maison. Quelque part dans sa tête, juste en dessous du point où son esprit conscient semble capable d'aller, il a peur de décrocher et d'entendre une voix inhumaine, bourdonnant, lui cracher. C'est le 9, nous avons tué vos amis, ils sont tous morts maintenant. Et lorsque le soleil descend sur l'horizon, par temps clair, il tire tout ce qui est store et rideau dans sa maison, et il s'assoit dans l'obscurité jusqu'à ce que sa montre lui dise qu'il n'y a plus la moindre lumière à l'ouest, pas même un reflet. Il ne supporte pas la lumière du crépuscule, ce jaune qui vire à l'oranger, comme dans le désert d'Australie. Et c'est fini. Je vous conseille vraiment le film parce que
c'est marrant parce que le film traite pas ça pareil du tout. La fin est très différente et très très cool. Pour moi, la fin est vraiment cool.